Et c'est la rentrée du débrief éco d'Emmanuel Cuny. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Catherine, bonsoir à tous. Et c'est en partenariat cette année encore avec le Cercle des économistes. Bon, dites-nous, le gouvernement a présenté 5 ordonnances jeudi. 5 ordonnances qui prolongent et amplifient la réforme du travail initiée par le précédent gouvernement. Beaucoup d'observateurs estiment que ce n'est pas une révolution, plutôt une rénovation des relations entre les salariés et les employeurs. Mais la vraie question finalement est de savoir si ça va vraiment permettre de lutter contre le chômage et de manière durable. Oui, et chômage de masse, effectivement. Alors, les mesures sont nombreuses. On a vu plafonnement des indemnités prud'homales, négociations sans syndicats dans les PME, fusion des instances représentatives du personnel, etc. Une réforme taille patron, en quelque sorte. Alors, quel réel impact, effectivement, sur le chômage de masse? Vous le disiez, Catherine. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir quelles leçons, finalement, les économistes tirent de la méthode employée et des résultats obtenus. Et puis, quid, on va dire, du coup d'après, comment transformer l'essai? Qu'est-ce qui va suivre? Car les réformes, elles, vont bel et bien se poursuivre. Eh bien, on va en débattre avec Jean-Hervé Lorenzi. Bonsoir. Bonsoir. Président du Cercle des économistes. Jean-Marc Daniel est à vos côtés de l'Institut de l'entreprise. Bonsoir. Bonsoir. Sur cette question des ordonnances, on va d'abord écouter le Premier ministre, tout simplement, Édouard Philippe. Nous allons revaloriser l'allocation adulte handicapé. Nous allons repenser l'ensemble des minima sociaux pour éviter ces situations incroyables où ces minimums vous placent en dessous du seuil de pauvreté. Nous avons décidé de revaloriser de 25% les indemnités de licenciement. Je prétends que ça, c'est un élément qui n'était pas demandé, croyez-moi, par le patronat. Donc à ceux qui vous accusent de mener une politique injuste, vous leur dites « attendez ». Je ne suis pas là pour mener la politique de telle ou telle organisation syndicale ou de telle ou telle organisation patronale. Je suis là pour mettre en œuvre une politique qui permet à notre pays de se réparer et d'avancer. Alors, il y a beaucoup de choses dans ces ordonnances. Sur la méthode, tout d'abord, Jean-Hervé Lorenzi, du début des concertations jusqu'à la communication du texte de ces ordonnances, tout ça a été bien maîtrisé, selon vous? C'est même très remarquable. Au fond, moi j'en tire 3 leçons de cette opération qui est assez innovatrice. En réalité, on dit c'est pas passé grand-chose. Si, c'est passé. Ce qui est en train de sortir est tout à fait nouveau pour notre pays. Première remarque, c'est que la négociation reconnue par les syndicats a été exemplaire, même si les gens ne sont pas d'accord, mais le fait qu'on discute, on se serait cru dans un land allemand avec une discussion comme aiment le faire les partenaires sociaux. C'était des concertations, le terme est important. Voilà. Le deuxième sujet, c'est que contrairement à ce qui s'est passé depuis quelques années, les dossiers publics faits par l'administration étaient et sont exemplaires. C'est-à-dire que quand vous regardez ce qui est passé dans les dernières années, il y a eu énormément de bavures, d'erreurs, de remises en cause Donc pas de retocage prévu au Conseil d'État cette fois-ci, à mon avis, très peu. vous? Troisième sujet beaucoup plus important, c'est le fait que d'après certains sondages, tout ça, il faut le vérifier. Mais dans la réalité, une majorité de Français, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, en réalité, sont assez favorables à l'idée qu'on fasse évoluer les choses en matière de marché du travail. J'en ai vu alors les sondages valent ce qu'ils valent, bien entendu. Mais ce qui, moi, me frappe, et je suis tout à fait convaincu que ça se traduira dans la relative bonne perception de cette affaire, c'est le fait qu'au fond, la société française, sur ce plan-là, est prête à évoluer assez rapidement et de manière significative, parce que ces ordonnances ne sont pas de l'eau tiède. Et c'est vrai que l'affaire a été rondement menée, parce qu'il n'y a pas eu de fuite. C'est admirable, on va dire, entre guillemets, sans forcément porter de jugement. Communication très maîtrisée. Communication maîtrisée, c'est vraiment du management à la Macron. Il y a eu une pression en amont, personne n'a fuité, et on arrive au résultat. Jean-Marc Daniel. Oui, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Jean-Hervé, même si je mettrais 2 bémols. Le premier bémol, c'est que quand même, il y a une situation un tel contexte, 9,5% de chômeurs, alors que la moyenne européenne est à 7,8%. La France attend quelque chose. Et la force d'Emmanuel Macron dans cette affaire, c'est qu'il l'avait annoncé dans son programme. La deuxième chose, le deuxième bémol, c'est que dans son programme, justement, il y avait une forme de cohérence assez générale dans son approche du travail, qui allait depuis la revalorisation du statut d'auto-entrepreneur, qui est annoncé, derrière le fait que, comme on allait perdre des droits sociaux, on allait compenser ça par une augmentation des revenus avec la baisse des cotisations sociales, qui elle-même allait être compensée par un effort de solidarité fait par les gens qui sont moins exposés à la concurrence internationale, comme les retraités et les fonctionnaires. Or, toute cette cohérence qui avait été présentée dans le programme apparaît plus vraiment. On a l'impression qu'il y a de temps en temps, alors ce qu'on trouve assez habile, on s'adapte, on répond, on modifie, on amende, et donc il y a une sorte c'est du pragmatisme finalement. Oui, mais à partir du moment
lui on devient reprocher. pragmatique, on perd aussi une forme de force dans la conviction. Et donc, le prochain rendez-vous devient un peu plus inquiétant. Le prochain rendez-vous, encore une fois, c'est le budget 2018. Et là, on commence à être dans une espèce de zone de flou. Alors, je Lorenzi suis Piaf. cette rentrée est formidable, parce que si les arguments de mon ami Jean-Marc consistent à trouver non cohérents des mesures qui sont déjà annoncées, je rappelle que est annoncé le fait que la CSG va bien être augmentée l'année prochaine et que ce sera la compensation, et que les charges sociales vont baisser pour beaucoup de pour Sauf les que ce ne salariés. sera pas simultané, alors qu'on avait annoncé que ce serait Oui, mais je veux simultané. dire, nous ne sommes pas dans un dessin parfaitement géométrique, parfaitement parfait. Nous sommes dans une affaire. Mais tout ce que tu as annoncé, tout ce que tu as demandé, je peux te le dire, te le confirmer, ça va avoir lieu. Bon. Donc la Voilà, cohérence justement. est bien là. Et le coup d'après, alors, maintenant, Ah non, comment on va mettre en place les choses? Parce que c'est l'essentiel. Les deux choses très difficiles, c'est évidemment la formation professionnelle, qui est quand même un mal français très difficile à réformer. Les fameux 32 milliards qui sont aujourd'hui en réalité pas du tout efficaces. Et puis, deuxième sujet, la réforme de l'assurance chômage, avec cette idée qu'il faut la rendre quand même incitatrice, enfin, qu'il faut rediscuter de ce thème. Une fois de plus, dans cette affaire-là, on a l'impression que c'est une religion absolue. 24 mois, ça pourrait être 23, ça pourrait être 25. Tout ça doit être discuté normalement. C'est comme les réformes engagées par Schröder, 2004-2005. Jean-Marc Daniel, on est allé aussi loin qu'en Allemagne ou pas? Alors, on est dans la même direction que l'Allemagne, d'autant plus que là aussi, dans la réforme allemande, il y avait en simultané la volonté de réduire le déficit budgétaire et de rééquilibrer les finances publiques, résultat auquel sont arrivés les Allemands. Et donc, l'enjeu, maintenant, c'est le coup d'après, c'est-à-dire le budget 2018. Et Qui sera présenté le 27 septembre. Voilà. Et dans le coup d'après, là où je rejoins Jean-Hervé Lorenzi, c'est le fait qu'effectivement, quand on demande au patron, l'INSEE a fait une très très large enquête récemment qui lui permet de recaler ses enquêtes de conjoncture, les raisons pour lesquelles les gens n'embauchent pas. Et on s'aperçoit que ce qui est devenu déterminant, c'est que dans la phase de conjoncture assez favorable, les entreprises ont du mal à trouver des gens ayant le niveau de formation requis pour répondre à leurs attentes. Et donc, c'est moins le coût du travail maintenant que la qualité du travail et l'adaptation et la capacité de la population à s'adapter à l'évolution. Et comment on va technologique. faire ça alors? Et donc, il faut considérablement revoir la politique d'éducation, y compris non seulement la formation professionnelle, mais la formation initiale. Il y a un vrai enjeu sur les dépenses publiques en termes d'éducation. Et est-ce qu'il pourra aller au bout aussi? Parce qu'il y a d'autres réformes à venir. Édouard Philippe l'a dit ce matin, il a dressé une liste très longue. La grogne sociale, les cotes de popularité en baisse, est-ce qu'il pourra tenir? Est-ce qu'il pourra aller jusqu'au bout? Le président Il y a Macron. encore de longs mois devant nous. Je vais vous dire, la grogne sociale, on peut se retrouver tous les jours dans les 25 ans qui viennent. On en parlera en France, ça fait partie du vocabulaire. C'est le vocabulaire habituel de nous tous d'ailleurs. Quant à sa baisse de popularité, il semble qu'il est expliqué dans son interview au Point, qui est quand même très bien fait. Il semble qu'il ait dit que bon, il s'y fait et au fond, son idée, c'est, me semble-t-il, de mettre en application la fameuse cohérence qu'on évoquait tout à l'heure. Très rapidement, Jean-Marc Daniel. Justement, je pense que cette baisse de popularité, elle est liée au fait qu'il y a une forme de cohérence qui a disparu. Encore une fois, pour reprendre mon exemple avec les cotisations sociales et la CSG, dans le débat est apparue l'affaire de la taxe d'habitation, dont on ne voit pas très bien quel était son rapport avec les réformes sur le marché du travail. Et donc, ces contradictions, ces allers-retours, ces palinaudis font que les gens se demandent si véritablement il n'y a pas derrière cet amateurisme un problème structurel de gouvernance. Alors que les Français veulent la réforme. Les Français veulent la réforme, mais des gens En tout cas, ils le disent. Ils le disent et ils sont prêts à faire des efforts à condition qu'on leur dise véritablement pourquoi, comment et quel est le but de la réforme. Allez, on marque une pause. On va se retrouver juste après pour parler de la privatisation de certaines entreprises. C'est ce que veut le Premier ministre et c'est ce dont a parlé le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. 19h20. Des contrôles d'urgence en Chine. Les Chinois mesurent le niveau de radiation le long de leur frontière avec la Corée du Nord après le nouvel essai nucléaire mené cette nuit par le régime de Kim Jong-un. Le secrétaire général de l'ONU condamne ce soir un acte profondément déstabilisant. Le président américain Donald Trump n'exclut pas une réponse militaire. Les États-Unis qui chiffrent les dégâts matériels causés par la tempête Harvey au Texas, ils pourraient s'élever à 180 milliards de dollars, soit
plus de 150 milliards d'euros. C'est au moins 20 fois plus que la première enveloppe d'aide demandée au Congrès. Les plongeurs sondent de nouveaux plans d'eau en Isère, à et autour de Pont de Beauvoisin. C'est là que la petite Maëlys, 9 ans, a disparu la semaine dernière pendant une soirée de mariage. Une information judiciaire est ouverte pour enlèvement et séquestration. En Loire-Atlantique, les sauveteurs cherchent un marin porté disparu depuis ce midi. D'après France Bleu Loire-Océan, l'homme travaille sur un navire gazier qui était en mouillage au large de Saint-Nazaire. Une médaille de consolation, mais une médaille quand même pour l'équipe de France de judo. Les Bleus, hommes et femmes réunis, s'emparent du bronze grâce à une belle victoire sur la Russie, 5-1. Sans surprise, c'est le Japon qui a remporté la finale face au Brésil. Et voici comment s'achèvent ces championnats du monde à Budapest. France Info. Lauriane Delanoë pour l'info. Deuxième partie du débrief éco avec le président du Cercle des économistes Jean-Hervé Lorenzi et Jean-Marc Daniel de l'Institut de l'entreprise. Emmanuel Cuny, toujours à mes côtés. Voici revenu le temps des privatisations. Belle chanson. C'est Bruno. Alors, j'aurais bien que vous me la chantiez. On a essayé tout à l'heure, c'était pas terrible. Il fait encore beau. Restez optimiste. En tout cas, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, l'a clairement laissé entendre hier lors d'une réunion d'économistes en Italie. On en saura plus sans doute dans les prochaines semaines, mais la volonté est bien là. L'État va céder certaines de ses participations dans les entreprises non stratégiques. Oui, alors l'objectif, c'est de financer l'innovation. L'innovation, c'est la clé du futur pour l'économie, la clé pour rendre la France plus forte, a dit Bruno Le Maire. Alors pendant la campagne électorale, finalement, c'est pas très nouveau, pour la présidentielle, Emmanuel Macron avait promis d'alimenter ce fameux fonds de 10 milliards d'euros par les dividendes tirés de portefeuille de l'État. Alors j'ai compté, l'État est présent aujourd'hui dans une quinzaine d'entreprises cotées pour près de 70 milliards d'euros. Alors il y a une foultitude d'autres participations, ça laisse évidemment beaucoup de marge. Et pour illustrer, là encore, on va écouter Édouard Philippe. Des cessions de participation interviendront. Attention, cession de participation ou véritable privatisation? Des cessions de participation Bruno interviendront. Le Maire hier a dit privatisation. Eh ben moi je suis là et je vous dis des cessions de participation Donc interviendront. ça ne sera peut-être pas forcément 100%? L'État est actionnaire d'un certain nombre d'entreprises. Il est possible, il est même certain que nous allons céder des parties, pas du tout pour le plaisir de les vendre, pas du tout pour le plaisir de disposer comme cela en vendant d'une certaine façon un peu les bijoux de famille, une cagnotte qui pourrait être ensuite, mais pour alimenter des fonds qui serviront à financer l'innovation et la recherche. Ne comptez pas sur moi pour vous dire lesquels et à quelle date. Édouard Philippe qui était invité de France Info aujourd'hui. Donc, si on se résume, c'est retirer un petit peu d'argent qui est placé dans des entreprises non stratégiques. Oui. Est-ce que ça veut vraiment dire qu'on privatise ces entreprises, Jean-Marc Daniel ? On voit bien que dans ce discours, il y a un discours qui consiste non pas à réfléchir sur la gestion du secteur public, mais à chercher des moyens financiers pour abonder un fonds. Or, je crois que le véritable enjeu, ce serait de véritablement avoir une réflexion sur quelle est la dimension du secteur public, quelle doit être la dimension du secteur public dans une période où... C'est l'État stratège, en fait. L'État stratège. Dans une période où celui-ci est assez critiqué. Je ne vais pas revenir sur la façon dont est gérée la SNCF. Les Français se sont aperçus à la gare Montparnasse cet été que ce n'était pas forcément une gestion optimale. Mais la Cour des comptes avait relevé dans un rapport récent sur l'Agence des participations de l'État, qui est l'organisme qui a vocation à gérer le secteur public, en tout cas l'intervention de l'État dans des entreprises, avait relevé qu'il y avait une contradiction permanente dans l'État entre ce qu'il appelle la logique de tutelle, ce que la Cour des comptes appelle la logique de tutelle, c'est-à-dire définir les tarifs, définir la politique d'embauche, définir la façon dont on gérait l'entreprise, et puis une politique d'actionnaire qui consiste à réclamer à ces entreprises de plus en plus de dividendes. Donc faut pas céder d'actifs? Alors je pense qu'il faut céder des actifs, abandonner complètement l'idée que l'État est là pour gérer un certain nombre d'activités qui peuvent être gérées par le secteur public. Concrètement, il n'y a aucune raison pour que l'État gère de l'automobile. Concrètement, et M. le maire, à mon avis, est un peu en contradiction, il n'y a aucune raison pour que l'État se mette à gérer STX et s'embarque dans une aventure sur les chantiers navals, alors que les STX est une entreprise qui mène son destin avec des actionnaires privés qui font ça très très bien. Donc Jean-Marc Daniel, le discours est très connu. En fait, à vous écouter, il faut tout privatiser. Et oui, bon. Et oui. Alors, pas forcément d'accord avec vous, Jean-Hervé Lorenzi, parce que faut-il privatiser Airbus, Orange, Renault, Air France, Areva, Safran? Je trouve que c'est un discours, mais avec tout le respect que je dois à mon ami
Jean-Marc Daniel. Ils sont polis entre eux. J'ai réfléchi sur la c'est le grand tort des formulation. économistes. Je trouve que c'est très idéologique. C'est-à-dire qu'au fond, Jean-Marc ne veut pas que l'État intervienne dans les affaires économiques, ce qui serait d'ailleurs unique au monde, parce que qui imagine un instant que le budget de la défense américain ne joue pas de manière massive sur l'organisation de l'innovation, c'est très connu, tout le monde le sort, qui n'imagine pas que lorsque il y a une tentative de prise de contrôle d'une entreprise allemande réputée, le gouvernement allemand, par les Chinois, le gouvernement allemand s'en étonne et demande d'ailleurs des mesures. Tout ça est je dirais, partagé. La vie n'est pas noir et blanc. Elle est évidemment très pragmatique. Alors, je prends juste l'exemple de STX parce que c'est le plus caractéristique. Moi, les chantiers de l'Atlantique. Les chantiers de l'Atlantique. Cette histoire est exceptionnelle. On part de l'idée que les chantiers ne doivent plus exister en France il y a une quinzaine d'années. Une équipe formidable arrive à le relancer, le dispositif, et il se trouve que par hasard, elle se trouve être coréenne, puis il se trouve qu'elle est, dans les faits, le souci d'être achetée par un groupe italien qui est quand même un peu en concurrence. Donc quel est le problème? Il s'agit juste de protéger l'entreprise comme ferait n'importe quel banquier. Et je disais à Jean-Marc, en l'écoutant tout à l'heure, enfin je pensais très fort que tout simplement c'est des affaires de banquier d'affaires. C'est la vie des affaires, ça. STX, évidemment que les Italiens vont rentrer. Simplement, on est en train de négocier la manière dont ils vont rentrer. C'est simple, c'est du pragmatisme. Alors, il va vous répondre. Ça n'a rien à voir avec une idéologie et voilà. C'est quand même assez paradoxal d'avoir considéré que la situation était normale quand c'était des Coréens et de s'indigner, de s'alarmer quand ce sont des Italiens dans un gouvernement qui n'arrête pas d'annoncer qu'il veut remettre l'Europe au centre de ses préoccupations. La deuxième remarque que je ferai, c'est qu'il faut voir aussi l'objectif qu'il y a derrière ça, c'est de dégager des fonds pour financer l'innovation. Mais l'innovation, elle n'est pas portée par des fonds publics, elle est portée par les entreprises privées, par des entrepreneurs. S'ils veulent véritablement relancer l'innovation, il faut conforter, améliorer, encore accroître le crédit impôt recherche. Et donc, il y a un bon outil qui a fait effectivement de la France un des pays les plus innovants et un des lieux favorisés pour les start-up et les dynamiques entrepreneuriales. Eh bien, il faut aller dans ce sens, plutôt que de demander à l'État de se mettre en parallèle avec les entreprises privées pour s'engager dans des procédures. L'État parle de l'innovation, c'est quand même bien. Oui, mais je n'arrête pas de rappeler que quand même, dans les années 60, l'État innovant voulait faire le plan calcul et l'informatique, c'était innovant à l'époque. Regardez comment ça s'est terminé. Il a fait, c'est les affaires, il y en a qui marche, il y en a qui ne marche pas. Il a fait les télécoms, il a fait le nucléaire, il a fait beaucoup de choses. Donc la réalité, quand les nationalisations ont lieu en 81-82, on s'aperçoit que beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui sont privées auraient peut-être disparu, alors même que leur nationalisation a permis, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis au moment de la crise. C'est du pragmatisme, Jean-Marc, c'est pas un discours purement idéologique. Et un fonds pour l'innovation, c'est quand même positif. Bien entendu que c'est bien. 10 milliards d'euros. Et je me réjouis de l'idée que le crédit impôt recherche, qui est une politique publique, apparaisse comme sympathique aux yeux de Jean-Marc. Ces 10 milliards d'euros, à mon avis, il vaudrait mieux les consacrer à baisser l'impôt sur les sociétés qu'à faire un fonds pour l'innovation. Eh bien tiens, ce sera le mot de la fin. Qui ouvrira d'ailleurs un autre débat très prochainement, probablement, avec tous les mois qui s'annoncent un peu compliqués et très longs. Merci à vous trois. Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, Jean-Marc Daniel de l'Institut de l'entreprise, Emmanuel Cuny, je vous dis à dimanche. Bien sûr, avec plaisir. Eh ben, c'était pas mal pour une première de écoutez, rentrée. on va essayer de transformer l'essai. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.